je profite de ce micro pour interpeller le président du parti. La priorité doit être d'organiser le parti pour qu'il soit prêt pour les élections. Nous amener un directoire, c'est encore une source de problèmes inutiles. Ce sont des formules MPR qui sont totalement dépassées. Bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise et Panorama d'Afrique, nous voici encore une fois chez vous dans une émission très capitale. Et chaque fois qu'il y a une crise au Congo, nous amenons les sommités congolaises pour qu'on parle un peu du pays. Donc aujourd'hui, nous recevons encore un homme bien connu dans l'arène politique congolais. Lui-ci, c'est M. André Kalonzo. Monsieur André Kalonzo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, donc merci de m'avoir associé à cette interview. Donc, vous voyez que c'est difficile, franchement, de vous présenter aujourd'hui, mais nous allons faire un effort pour vous présenter. Alors, nous savons que M. André Kalonzo, il n'est pas n'importe qui. D'abord, du point de vue social, un intellectuel, aller plus loin avec les études au niveau de master en économie. Vous avez travaillé pendant longtemps dans une très grande entreprise en République démocratique du Congo pour parler pratiquement de la SNCZ. Aujourd'hui, c'est ONCC. Vous avez été à l'approvisionnement, c'est-à-dire l'acheteur de la société. Et vous avez fait des études à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi. Et comment vous l'appelez à ce temps-là? L'université officielle du Congo. Du Congo. Alors, vous étiez là-bas. Et après ça, vous avez évolué dans quelques équipes de football. Et enfin, plus de 30 ans, vous vivez aux États-Unis. Mais on ne vous voit pas beaucoup aux États-Unis, c'est plutôt au Congo, pour des raisons politiques, M. Kalonzo. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler brièvement de ces mouvements-là de va-et-vient, ce qui vous tâche? Laissez les études, laissez le travail, laissez les diplômes au frigo pour faire des va-et-vient pour cette politique qui semble ne pas coller. Qu'est-ce qu'il y a? Non, depuis un certain temps, je me suis intéressé à la situation politique de notre pays. Et à ce titre-là, j'ai adhéré au mouvement qui est devenu plus tard l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et je suis resté fidèle à ce mouvement. C'est ainsi que, à chaque occasion, je me rends au front pour essayer d'apporter ma petite contribution. C'est une lutte d'envergure. Nous voulons arriver au pouvoir pour pouvoir installer dans ce pays-là un état de droit démocratique. Un état de droit démocratique. Donc ça, c'est vraiment une chanson, surtout pour l'UDPS. Donc parlons un peu de l'UDPS, M. André Kalonzo. Le président Tshisekedi n'est plus au Congo. Il est en Europe pour des raisons que nous connaissons, c'est-à-dire en convalescence. Et quand il était parti pour la première fois, il sort, il dit « le parti est en morceaux, l'UDPS est en morceaux » pour paraphraser ces mots. Et peu après, il revient, il fait tout, scindé en deux. Nous connaissons un parti qu'on appelle CDPS, et puis nous avons l'UDPS. Encore cette fois-ci, M. Kalonzo, la crise a encore trouvé domicile encore à l'UDPS. Et le président Tshisekedi est sorti et, dans son message de Nouvel An, il dit « J'appelle tout le monde au respect de la hiérarchie ». Quand on dit ça, ça veut dire quelque chose. Quel est le problème? Nous avons effectivement des problèmes. Le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, il a été élu président de l'UDPS au congrès de décembre 2010. Le président Tshisekedi est malade. Il est devenu invisible pour la plupart des cadres du parti. Et il a été absent du parti, cela fait plus d'une année. Et pendant son absence, il y a eu une sorte de crise de leadership. C'est ça le problème que nous avons à l'UDPS et qu'il faut
qu'il faut résoudre. Donc le problème qui est là, c'est le président n'est pas joignable par les cadres du parti. Et ça, c'est connu de tous. Il est revenu, peut-être qu'il a suivi les cris de chacun de nous, il est revenu en charge. Il a essayé un peu de revoir les fédérations de l'extérieur. Il a changé les têtes de ceux-là qui pilotaient le UDPS extérieur. Et semble-t-il qu'il y avait encore des mous. Les gens n'ont pas accepté ça. Et finalement, au 33e anniversaire du parti, il est sorti pour sanctionner ces nominations où nous avons vu tous les nouveaux nominés dans la salle. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Vous avez tout à l'heure relevé une décision du président Tshisekedi par laquelle il nous demandait de respecter la hiérarchie. Je pense que la décision de nommer de nouveaux représentants pêche malheureusement dans le fait que la grande hiérarchie du parti n'est pas respectée. Et l'organe suprême du parti, c'est le Congrès. Le Congrès a pris des dispositions qui sont qu'on retrouve dans les statuts que ce même Congrès a approuvés le 14 décembre 2010. Ces statuts disent notamment qu'il est accordé au président 3 années pendant lesquelles il peut nommer et révoquer les cadres du parti. On lui donnait ce temps pour pouvoir installer les nouvelles structures décidées par le Congrès. Notamment, il fallait qu'il mette aussi sur pied la convention démocratique du parti. Alors, après ce délai de 3 ans, le président n'avait plus le droit de nommer en solo les cadres du parti. Il doit nommer les cadres du parti à la suite d'une décision de la présidence du parti. Il est le président? Non. La présidence du parti doit se réunir. Oh. Voilà. La présidence du parti doit se réunir, prendre des options, et alors, lui, sanctionne, il signe. Voilà. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de remous. Je suis d'accord avec le président qu'il faut respecter la hiérarchie, mais ça commence par lui. Il faut qu'il respecte les décisions du Congrès. Bon, non, Monsieur Kalonzo, parlons un peu de quelque chose de très important. Vous parlez de la constitution du Congrès, mais il y a deux statuts de l'UDPS actuellement. Lui se réfère sur le statut qui lui confère ces mandats-là de nommer et de révoquer. Donc il y a un statut qui existe à ce nom-là. Un seul statut, Monsieur Don, un seul statut a été approuvé par le Congrès. Et dans ces statuts-là, il est dit clairement que les modifications statutaires sont approuvées par le seul Congrès. Donc le deuxième Congrès n'est pas... Quelqu'un, président qu'il soit, n'a pas le droit de modifier les statuts du parti. OK. Voilà. Alors... c'est pour cela que ces décisions ont créé des remous. C'est ça. On a vu une violation des statuts approuvés par le Congrès. C'est comme si le président se mettait au-dessus du Congrès. Donc il ne respecte pas la hiérarchie des organes. C'est ça. Voilà. Donc, quand nous parlons des l'UDPS avec ce problème, donc, nous voyons ici la situation au pays, les élections s'annoncent. Est-ce que l'UDPS est prête pour affronter les élections de 2016? Qui n'est pas les élections de 2016, c'est la finalité, donc c'est l'aboutissement. Les élections commencent cette année déjà, avec les municipales, communales et provinciales. Donc ça commence cette année et ce n'est pas très loin qu'ici, c'est dans pratiquement 7 mois que nous aurons les premières élections au niveau local. Est-ce que l'UDPS est prête? Est-ce qu'il y a des candidats? Est-ce qu'il y a des modalités au niveau du parti pour affronter ces élections-là? Non, l'UDPS... Parce que d'abord, entre parenthèses, vous savez, M. Kalonzo, que ce sont ces gens-là au niveau local
qui organisent les élections. Ce sont eux qui voient dans les... Absolument. Ce sont eux qui peuvent organiser des Absolument. fuites et consorts. Absolument. Est-ce que vous êtes prêts à mettre vos lieutenants, pas au niveau de l'observation seulement, mais être des bourgmestres, être des gouverneurs, être des ceci, cela, pour enfin que vous puissiez avoir la même mise sur les élections présidentielles et parlementaires? Très bonne question, Monsieur Don. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Je vous ai dit, il y a crise de leadership et la structure chargée de gérer la préparation des élections au sein du parti est une structure qui avait mal fonctionné la fois passée. Nous avons eu des piètres résultats, très peu de candidats présentés et incapables d'avoir les procès-verbaux dont on avait si grandement besoin. Nous avons eu seulement 4000 PV sur 63 000. 63 000. C'est très peu. Bon, donc, cette commission-là, elle doit être réorganisée et elle doit commencer dès à présent à préparer les prochaines élections. Mais nous ne sommes nulle part. On est en train de se bousculer pour d'autres priorités. Quelles sont les priorités? Parce que priorité, c'est aller aux élections, gagner les élections, aller au pouvoir et y rester le plus longtemps possible. C'est ça l'objectif de tout un parti politique. Absolument, absolument. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous voyez que notre leadership parle de dialogue. Nous y reviendrons. D'abord, parlons au niveau... On va en parler bientôt. Mais ce que moi, je voudrais qu'on insiste d'abord sur l'UDPS elle-même, avec l'organisation interne pour affronter les élections. Parce que les élections auront lieu, que vous le vouliez ou pas. Donc, vous vous rappelez, en son temps, on disait... sans UDPS, il n'y aura pas élection. Il y a eu élection. Donc, cette fois-ci, on n'en parle pas. Et il n'y a pas même des gens qui se manifestent pour dire je vais être bourgmestre, je vais être ceci, cela. Donc, c'est-à-dire, c'est d'abord la guerre de mots sur l'Internet et des états-majors qui se réunissent de leur manière. Quel est le problème? Quel est le problème? L'UDPS a beaucoup travaillé dans la communauté. Et la population veut que l'UDPS fonctionne et l'UDPS aille au pouvoir. Mais le cas de l'UDPS, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense que vous avez totalement raison. Nous avons un sérieux problème de leadership et je profite de ce micro pour interpeller le président du parti. La priorité doit être d'organiser le parti pour qu'il soit prêt pour les élections. Quelles que soient les actions qu'on prend dans un sens ou dans un autre, nous devons toujours être prêts pour les élections. Et la priorité pour le moment, c'est de vite, à mon avis, c'est de vite faire un congrès qui va essayer de ramener tout le monde au bercail, réorganiser le parti rapidement pour que nous puissions mettre sur pied la commission électorale du parti et commencer à nous préparer aux élections. Si nous le faisons demain, nous sommes en retard. C'est aujourd'hui que nous devons le faire. Alors, vous dites quelque chose de très bien. Il faut réorganiser d'abord le parti, le leadership qui revient au président Tshisekedi. Monsieur Kalonzo, Monsieur Tshisekedi, il est là. C'est l'unique personne jusque-là reconnue candidat potentiel de l'UDPS. Mais avant qu'on aille jusqu'à ce point-là, il faudrait d'abord l'organisation interne. Absolument. Il y a Albert Mouleka qui sort et dit que le président Tshisekedi, pour réorganiser le parti, il avait suggéré un directoire pour gérer le parti. Donc, c'est-à-dire une ancienne formule. Au début de l'UDPS, on a commencé avec des directoires. Et cette fois-ci, jusque-là, il n'y a personne qui a déjà confirmé ou infirmé ce que Mouleka a dit. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces sujets? Bon, ce que Mouleka dit, je l'ai entendu. Il n'y a que lui pour le confirmer, puisqu'ils étaient à deux quand ils en ont parlé, d'après ce qu'il dit. Bon, personnellement, je trouve que c'est une formule dépassée. Le congrès de l'UDPS avait tout prévu. Le congrès de l'UDPS avait tout prévu. Il aurait suffi que le président mette en place la convention démocratique
national, les statuts prévoyaient que, en cas d'absence du président, c'est le président de la Convention qui le remplace, etc. Tout était prévu. Et la Convention aurait joué son rôle, nous ne serions jamais arrivés à une situation de carence dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors, nous amener un directoire, c'est encore une source de problèmes inutiles. Ce sont des formules MPR qui sont totalement dépassées. Alors, quelle est la faiblesse de ces formules-là? Quelle est la faiblesse? D'abord, cette formule n'est pas statutaire. C'est ça. Donc, s'il amène cette formule, il va encore violer les statuts. Non, c'est une formule de crise. Quand il y a eu une crise, donc on veut un peu réparer. Non, mais il faut voir le sens de la crise. Cette crise, en quoi consiste-t-elle? Alors, il y a eu crise parce que le président, qui doit gérer les affaires courantes du parti, est tombé malade. Il n'a aucun contrôle là-dessus, il est tombé malade. Il est convalescent. Tu peux tomber malade, je peux tomber malade. Mais il est convalescent, il est tombé malade, mais il est resté très longtemps malade. Maintenant, je ne sais pas dans quel état il est. Il est convalescent, on l'a vu, M. Kalonzo. Bon, ok. Il est convalescent, mais c'est ça qui a nourri la crise. Et puis, il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont créé du désordre. Des décisions qui n'ont pas respecté les statuts approuvés par le Congrès. Alors, ces situations-là peuvent être corrigées par celui qui est responsable. Et c'est le président. Donc, il peut revenir sur les décisions qui ne sont pas légales. Et si sa santé s'est améliorée, ce que nous souhaitons vivement, retourner au pays pour gérer le pays, pour gérer le parti. C'est ça. Voilà. Ok, bon, maintenant, le président est annoncé bientôt au pays, puisqu'il va mieux qu'avant, et on l'a vu, il marche, il parle, et on sent que vraiment, il s'est remis. Tshisekedi rentre au pays, un nationaliste, il dit, bon, compte tenu des enjeux, je ne me présente plus comme président, je gère le parti, je me présente plus comme candidat à la présidence de la République. Est-ce que l'UDPS a quelqu'un qui peut automatiquement remplacer Tshisekedi à ce poste? Au cas où il désiste, il dit non, bon, je donne à quelqu'un d'autre. Ouais, il y a des valeurs dans l'UDPS qui si il y avait une ouverture, une compétition libre, démocratique, peuvent s'exprimer. Hein? Il y a des gens qui peuvent remplacer. Vous avez quelqu'un en esprit? Voilà. Donc difficile. Alors on avance. Non, c'est pas difficile, mais vous ne pouvez pas nommer. Non, je peux pas citer. Okay, alors... Je peux pas citer quelqu'un. Je dirais que moi-même. Pourquoi pas, Kalonzo? Moi-même, je suis un candidat potentiel. C'est ça. Hein? Alors, le président Tshisekedi, se reconnaissant président élu, oui. Il dit, eh ben, peut-être pour amorcer une gestion orthodoxe, une gestion bonne du pays, en tant que président élu, il ne veut pas utiliser la force, nous le connaissons comme non-violent. Il propose un dialogue avec le gouvernement Kabila. Monsieur Kalonzo, comment réagissez-vous? Non, ce dialogue de la 25e heure ne fait pas beaucoup de sens pour moi. Nous sommes à une année des élections présidentielles. 2 ans, oui, une année à peu près. Une année des élections présidentielles. Préparons-nous aux élections. Nous avons eu tout le temps de dialoguer avec Kabila. Avec le gouvernement. On ne l'a pas fait. Même si on se réfère aux dispositions d'Addis Abeba. Ces dispositions datent de 2013. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a attendu depuis 2013? C'est ça. Donc ici, on veut simplement utiliser le dialogue pour pouvoir prolonger éventuellement le mandat de Kabila. Et ça, le peuple n'en veut pas.
le peuple veut que les choses changent. Il veut d'autres personnes à la tête du pays. Ce pays est très mal géré. Malgré les richesses potentielles du pays, la population vit dans une misère noire. Si la population souffrait, comme tout le monde le dit, mais on voit quand même des actions de la reconstruction du pays. Et pas plus longtemps qu'hier, on a vu Kabila en train de nous montrer la première récolte de Boukangalonze. C'est quand même quelque chose qu'il faudrait reconnaître. Quand même, il y a un pas qui s'est fait avec ce gouvernement. Well, mais à côté de ça, c'est comme si tu me disais que dans le domaine minier, on a multiplié par 2 la production minière. C'est vrai. Bon, mais en termes de revenus, donc on ne sent pas ça dans la population. On ne sent pas ça dans la population. C'est ça. Ok, M. Kalonzo, nous pensons que nous avons parlé longtemps de l'UDPS. Je voudrais, oui, à moins que vous avez un autre élément à ajouter, on va parler. Je voudrais revenir sur l'homme André Kalonzo. Ok. André Kalonzo, comme je l'ai dit, quelqu'un socialement, il s'est confirmé. Le travail, les études, et politiquement, on a vu Kalonzo dès les premières heures de l'UDPS au four et au moulin. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler brièvement de vos actions en tant qu'homme social et la transition vers la politique? Brièvement, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon. En fait, de politique, je crois que je me suis intéressé très jeune à la politique. Étudiant à l'Université officielle du Congo, j'ai dirigé l'association des étudiants de l'Université officielle du Congo. Et à ce titre, j'ai dirigé la délégation de l'UOC au dialogue avec Mobutu. L'UOC, c'est-à-dire l'Université officielle du Congo. Tout à fait. Oui. Nous avons posé des préalables à ce dialogue. Nous avons exigé la libération des étudiants qui avaient été arrêtés. Nous avons obtenu la libération des étudiants et nous avons défendu notre point de vue sur la situation du pays. Alors, je suis venu à l'UDPS, malgré le fait que j'étais directeur des approvisionnements au chemin de fer. Quand est-ce que vous êtes Eh bien, je suis venu d'abord en 1978. Je suis venu assister dans le mouvement qui est devenu plus tard l'UDPS. Donc, j'ai, en 1978, ramené les cartes de vœux de Kibasa à Lubumbashi. Kibasa Maliba. Kibasa Maliba. Un des membres du directoire. Oui, c'est ça. Un des membres du directoire. Oui. Ouais. Et puis, à un certain moment, président du parti. À un certain moment, président en exercice du parti. Ok. Ouais. 78, il rompt avec Mobutu. Il a, dans ses cartes de vœux, stigmatisé le fait qu'il ne voulait plus ramper devant Mobutu, etc. Alors, par la suite, j'ai ramené la lettre de 52 pages des 13 parlementaires. Je me suis fait arrêter par la sécurité de Mobutu. Vous avez amené ça J'ai amené ça à Lubumbashi. J'ai remis une copie à un ami sans savoir qu'il avait des relations avec la sécurité. Le lendemain, on est venu chez moi. C'est ça. J'ai eu la vie sauve parce que j'avais des relations personnelles avec le consul des États-Unis, Dennis Sandberg, qui a téléphoné à Yogo, le chef de la sécurité, pour exiger ma libération. J'ai été libéré immédiatement. J'avais trouvé au cachot Raymond Kabalou, qui est actuellement au Danemark, et Boni Kayembe. Donc tous membres de l'UDPS. Membres du futur UDPS, c'est ça. Du futur UDPS, quand c'était encore en clandestinité. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en tant que UDPS? J'étais membre du premier comité national. J'étais membre du secrétariat national qu'avait dirigé Pongo. J'ai représenté l'UDPS pendant plus de 10 ans. Parlons-nous d'abord des contacts Kalonzo avec les dirigeants ténors, c'est-à-dire les Makanda, les Kibasa, les Tshisekedi, les Liao. Comment vous êtes entré en contact avec ces... Oh, mais j'ai visité
ses leaders quand ils étaient en relégation. En rétention, Ouais. relégation, oui. En relégation, je suis allé, par exemple, à Chichimbi, je suis allé voir Ngalula à Chichimbi, Ngalula Mpandajila, je suis allé voir Anakle Makanda à Lukalaba, hein. Je suis allé voir Kibasa à Lukafu, et plus tard à la station militaire de Lubumbashi. Oui, oui, je suis allé le voir là-bas. Oui. Et c'est ainsi que je me suis familiarisé avec eux et on a commencé à lutter ensemble. Comme membre de l'UDPS, j'ai pris beaucoup de contacts pour le parti. Et Tshisekedi quoi. Tshisekedi, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. C'est ça. Je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Donc alors, Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était lors du dialogue avec Mobutu. c'est ça. Ouais, après le dialogue, on est allé nous le présenter. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Alors, comment vous l'avez trouvé à ce moment-là? Bon, écoutez, à ce moment-là, il était aux côtés de Mobutu, mais il est arrivé à un moment où il a dit non. Et il vous a servi d'exemple? Ah, absolument, absolument. Alors, parlons un peu, puisqu'on vous a vu encore au four et au moulin pendant le dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous avez vraiment joué un rôle que les gens semblent ignorer. Est-ce que vous pouvez dire un peu exactement ce qui s'était passé? Puisque vous avez pu être en contact avec plusieurs leaders de l'Afrique australe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Absolument. Je suis allé en Afrique du Sud dans le groupe des experts qui avaient accompagné Étienne Tshisekedi. Et à cause de mes relations avec les politiciens sud-africains, parce que j'avais rencontré Mandela auparavant. Nelson Mandela. Nelson Mandela, oui. Et je l'ai rencontré à 2 reprises. Et je suis resté en contact avec celle qui était à l'époque son assistante, Barbara Masekela, qui est devenue plus tard ambassadeur à Washington, en France et à Washington après. Oui. Juste à côté de vous? Juste à côté de moi, et j'étais tout le temps là-bas. J'étais en contact régulier avec elle. Oui. Bon, donc, lors du dialogue, j'étais au dialogue. Comme vous le savez, le dialogue a été arrêté à un moment donné à cause de l'accord de l'hôtel Cascade. De l'hôtel de Cascade, accord signé entre Bemba et Kabila. C'est ça. Et c'était le découragement dans notre camp, mais j'ai pris contact avec les Africains du Sud. Je me suis d'ailleurs fait accompagner à la rencontre que j'ai eue avec les Sud-Africains par Mama Marthe. Donc c'est une grande combattante. Donc elle a fait quelque chose pour le parti aussi. Mais écoutez, je vous parle d'un cas précis que j'ai vécu. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Je vous parle d'un cas précis que j'ai vécu. C'est ça. Là, vous êtes allé voir. Là, nous sommes allés à 2 avec elle. Voir qui? Voir Zuma. Zuma, la femme. La femme Zuma. Qui est actuellement... qui est actuellement à l'Union africaine. L'Union africaine, oui. Ouais. Nous sommes allés là-bas, elle avait dit qu'elle m'accorderait seulement 30 minutes. Ah. Mais quand nous sommes arrivés... C'était plus que ça. On a fait 1 heure. Oui. Et elle nous a dit, voilà, écoutez, dites aux vieux, les gens vont retourner à la table de négociation. Mais il faut bien gérer l'opposition. C'est ça. Voilà. Nous sommes rentrés, quelque temps après, le dialogue a repris. Alors, gérer l'opposition, c'est-à-dire? Voilà. Tu vois, l'opposition congolaise est plurielle et multiforme. C'est ça. Il y a là-dedans la vraie opposition, la moins vraie, etc. C'est ça. Il faut gérer ça. Il faut gérer ça en tant que groupe. Non, enfin, moi, ce que je voulais que vous disiez, gérer l'opposition, ce que nous avons tous appris, vous qui étiez là-bas, c'était qu'on devrait faire la transition de 1+4. Et dans le 1+4, on croyait voir M. Etienne Tshisekedi parmi un de vice-présidents. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça n'a pas marché justement parce qu'on n'a pas pu gérer l'opposition. Donc l'opposition est retournée à Kinshasa
à la fin du dialogue, après la signature de tous les accords, mais nous sommes restés à... C'est ça. Nous sommes restés en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le président a décidé de rester en Afrique du Sud. Avec vous tous? Avec nous tous, mais certains partaient déjà. Alors, les gens qui... Il y avait des contacts qui se faisaient ou bien c'était seulement dire non, qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent? L'impression que j'ai, c'est qu'il n'était pas intéressé de travailler avec Kabila, peut-être. De négocier avec tout ce monde. Il ne voulait pas promettre quoi que ce soit. Parce que comme tu sais, quand on dit gérer l'opposition, ça veut dire gérer les ambitions de l'opposition. C'est ça. Voilà. Alors, je pense que ça n'intéressait pas beaucoup de faire des promesses ou des fausses promesses. C'est ainsi que l'opposition s'est réunie sans lui à Kinshasa et a décidé de mettre Zaïd Ngoma. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un faux pas de l'UDPS? Dès lors, on a vu qu'on allait maintenant de mal en pire. Oui, je crois que c'est un faux pas. Nous devions aller jusqu'au bout. Nous étions restés au dialogue jusqu'au bout. Et au temps du partage des gâteaux... Au moment du partage du gâteau, nous nous sommes retirés. Comme toujours. Alors, M. Kalonzo, nous avons beaucoup parlé. Le temps sur la télévision est compté. Revenons à l'UDPS. On a parlé de la crise. On a parlé des problèmes. On a parlé de M. Kalonzo, ce qu'il a fait pour l'UDPS. Bon, maintenant, la crise est là. Le problème est là. Ce n'est pas ce que nous, la population, on attend. Nous attendons l'UDPS au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que... moi, je lance vraiment un appel au cadre de l'UDPS. La lutte de l'UDPS a pu avancer tout au long des années grâce à l'initiative des cadres de l'UDPS. Je vous donne un exemple rapidement. Le leadership de l'UDPS a décidé à un moment donné de retourner dans le MPR. Ça, c'est le passé. Non, je donne un exemple, pour montrer comment, en prenant une initiative, on a pu avancer. C'est ça. Des cadres sont allés voir Liaou qui était à Boston et lui ont dit, écoutez, le parti n'a pas de dirigeant. Prenez les choses en main. Ils l'ont convaincu. Eh bien, Liaou a pris les choses en main. Nous sommes allés jusqu'à la conférence nationale. Oui, il y avait encore des problèmes. Certains disaient conférence constitutionnelle, Liaou et Kibasa, conférence nationale. Et... Bon, l'idée de la conférence nationale est passée. On est allé là-bas. La conférence est devenue souveraine. Cette conférence a élu Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu gérer encore cette situation-là pour pouvoir organiser les élections. Nous aurions, en tant que gestionnaire de la transition, c'est nous qui devions organiser les élections. Les élections, c'est ça. Oui. On n'a pas pu le faire. C'est ça. Bon, Mobutu ne nous a pas laissé le temps, mais il fallait gérer ce Mobutu pendant ce temps-là. Bon, revenons maintenant à la situation actuelle. Alors, à la situation actuelle... Il y a une crise, comment gérer la crise et aller aux élections? J'en appelle au cadre du parti pour leur dire, écoutez, il est important de prendre une nouvelle initiative en ce moment pour sauver le parti. Il faut qu'un congrès spécial se tienne le plus rapidement possible, parce que le temps ne nous attend pas. Et ce congrès va nous permettre de réorganiser la commission électorale du parti, réorganiser éventuellement le leadership du parti, pour que nous puissions nous présenter valablement aux prochaines élections. C'est ça. Alors, voilà. M. Kalonzo, est-ce que vous accepteriez avec moi qu'à l'UDPS, le problème, c'est que tout le monde est chef et tout le monde veut être chef? Connaissez un peu d'abord, de baliser d'abord ces histoires des représentants de l'extérieur. Ça ne rime à rien. Parce qu'ils sont tous représentants, ils sont responsables. L'UDPS n'a pas une caisse d'argent. L'UDPS à l'extérieur se gère comme à Kinshasa, où vous avez des cellules, des ceci, cela, et on ne voit rien. Donc c'est comme si on a transplanté l'UDPS à l'extérieur. Et vous ne voyez pas qu'il faudrait absolument remettre tout le monde comme combattant, chercher à donner les moyens à ceux qui sont au pays et aussi
ceux de l'UDPS qui de l'extérieur qui veulent aller se faire candidat pour un poste ou un autre sur place au Congo. Et l'UDPS pourra fonctionner qu'avoir beaucoup de représentants, beaucoup de ceux-là, et ça n'avance à rien. Vous ne voyez pas que ça pourrait être une solution d'abord pour le moment? Bon, c'est-à-dire que ce qui ne va pas, c'est le fait que nous avions des représentants qui étaient en train de fonctionner. Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça ma question. Bon, écoutez, nous sommes un parti politique, nous avons besoin d'un soutien politique de tous ces pays qui œuvrent avec notre pays, et qui etc. est représentant de démocrates américains à Kinshasa. Non, là, ils ont un ambassadeur. Non, là, vous parlez du gouvernement, l'ambassadeur du gouvernement. Je parle du parti. Du parti. En tant que démocrates, les républicains, est-ce qu'ils ont des représentants dans les autres pays de l'extérieur, en Europe, par exemple? Non, non. Donc, ce sont des histoires... La situation est différente. Si non. Prends l'ANC. Au moment où l'ANC était encore en train de mener sa lutte, ils avaient des combattants, des combattants. Ils avaient des représentants. Non, partout. Parler avec eux, c'était des combattants qui s'organisaient, entre autres les Mbeki, qui étaient des étudiants. Donc, ce sont les gens qui se réunissaient, où il n'y avait pas un représentant qui se croit chef, avec des subalternes, comme ça se fait à l'UDPS, où je suis le père... les autres sont des fils. Non. Donc il faudrait, à un certain moment, si vraiment on peut proposer au président Tshisekedi de carrément annuler ces histoires-là des représentants extérieurs. Je pense que tout le monde sera combattant, tout le monde gérera des ambitions. Les ambitions, c'est au Congo, ce n'est pas aux États-Unis, au Canada, ni en Europe, M. Kalonzo. Non, nous avons déjà fait un effort pour supprimer la catégorisation des membres au sein du parti. Tout le monde est membre. OK? Bon. Le problème de la gestion des représentants est un problème dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faut respecter les statuts. Il faut respecter les statuts du parti. Ces représentants ne sont même pas payés. Ils font un travail bénévole. Encore une fois, inutile. Oui. Donc, il faut un travail bénévole. Que ces gens se remettent au niveau des combattants, tout le monde travaille de la même manière. Peut-être avoir seulement un représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire les contacts avec les autorités sur place et s'arrêter là-bas qu'avoir tout un bureau inutile. Ok, M. Kalonzo, je pense que le temps file. Non, je voulais juste dire quelque chose là-dessus à propos des représentants parce que vous voyez ce qui vient de se passer là. Hein? On a nommé des représentants. Alors ça crée inutilement une doublure. À chaque fois, c'est comme ça. Ça crée inutilement une doublure. À l'UDPS, c'est comme ça, M. Kalonzo. Depuis toujours. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois, quand on nomme les sortants... Ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas parce que vous reprochez un petit fait à quelqu'un qu'il faut l'enlever. C'est l'administration. Quand on pêche, même aller au travail, on sanctionne. Ok, maintenant, M. Kalonzo, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez 3 minutes pour parler de ce qui est en vous sur l'UDPS, au président, aux membres et surtout aux échéances électorales qui s'annoncent. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Oui. Je crois que j'ai commencé à le dire il y a quelque temps. Moi, j'en appelle au cadre du parti. Relevons-nous. Essayons de nous ressaisir pour organiser rapidement un congrès extraordinaire de manière à préparer le parti aux élections. Nous sommes un parti politique, nous ne sommes pas une organisation religieuse. Notre objectif, et c'est cela la grande réalisation du premier congrès, nous avons clarifié notre objectif, c'est-à-dire arriver au pouvoir et essayer de nous maintenir au pouvoir pour y appliquer notre projet de société. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu, on s'est bagarré, maintenant il est temps de mettre fin à cela et de nous regrouper pour sauver ce parti pour lequel tant de gens sont morts. Je profite de ça pour dire Charles Kalem est mort à Lubumbashi. Evrar Makota, 17 ans, est mort à Kinshasa. Ce jeune homme a fait le sacrifice suprême. Alors, pensons à tous ces gens. Et tous ces membres que nous ne connaissons pas, qui ont été tués
tout au long de cette lutte. Faisons tout pour sauver l'UDPS. Prenons encore une fois une initiative comme nous en avons pris plusieurs au long de cette lutte. Parlez. Merci. Prenez le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai dit, nous devons nous ressaisir, organiser un congrès extraordinaire et nous préparer sérieusement aux prochaines élections. Très bien. Alors, non seulement comme UDPS, mais comme membre de l'opposition. C'est-à-dire que nous devons tisser large, embrasser tout le monde et soutenir le candidat qui sera désigné par l'opposition. Et le candidat de l'opposition, tout le monde parle de Kamere? Non, je ne pense pas que Kamere soit le meilleur candidat, le meilleur choix. Pas seulement ça, est-ce que Kamere vraiment peut... C'est lui l'artisan de Kabila. Voilà. Alors pourquoi aujourd'hui il veut se faire passer pour l'alternative de Tshisekedi? Ouais. Et à l'UDPS, vous semblez ne rien faire. Non. Nous savons qu'à l'UDPS, il y a des gens qui sont en rapport avec lui. Mais nous aurons un candidat à l'UDPS que nous soumettrons à l'opposition pour demander l'appui de l'opposition. Ok. Bien, alors, chers téléspectateurs, comme vous avez bien suivi, c'était quand même une discussion un peu valable sur les enjeux de leur pays. Et vous connaissez bien M. André Kalonzo, et ce dernier a fait trop pour ce parti-là. Il n'est pas à New York plutôt, c'est là où sa famille vit. Il est toujours au pays. Et nous, on croyait peut-être qu'il y avait des affaires à faire là-bas, mais les affaires, c'est l'UDPS. Et ça fait plus de 40 ans, 30 ans maintenant qu'il est avec l'UDPS. Il a tout abandonné. Et nous nous demandons vraiment s'il se sent fier dans sa peau. Alors là, prochainement, il va nous en parler davantage. Il n'est pas le seul. Les gens se sont donnés, en commençant par le président Tshisekedi lui-même et les autres. Mais quel est le but de ces sacrifices-là? Ils se sont battus, ils sont tout faits, ils ont sacrifié des familles et le boulot et consorts. Mais la finalité. Alors, nous aurons à en parler davantage. C'est sur la voie de la démocratie congolaise, la VDC Panorama d'Afrique avec John Kayembe. Nous vous retrouverons très prochainement pour un autre numéro, mais surtout avec M. Kalonzo, parce que nous allons parler davantage bien des choses. Merci et à la prochaine. Merci. Grand merci, M. Kalonzo. Merci beaucoup. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver et de parler davantage de ce pays-là. Merci beaucoup et félicitations pour l'effort que vous faites. Ouais. Continuer à lutter, la voie de la démocratie un jour sera encore plus grand. Oui, avec un studio comme ça, c'est déjà grand. Voilà. Ok, merci, à la prochaine. Félicitations.